cours de l'euro-dollar sur le Forex, politique monétaire de la Fed et de la BCE. Passons en revue tous les cas qui sont possibles. Chers amis, suivez chaque matin mes analyses publiées sur le profil Swissquote du site TradingView, une analyse par jour sur toutes les classes d'actifs. Et enfin, je vous rappelle que le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. D'ailleurs, je vais marquer une petite pause puisque je fais enfin mon déménagement. Je quitte mon appartement parisien pour une destination inconnue. Bon bref, ce n'est pas si loin que ça. Mais donc, il n'y aura pas de Top Gun la semaine prochaine, le temps que je m'installe, déménage mon bureau, que je reprenne mes marques. Et surtout que ça fonctionne en face. Imaginez, je m'installe et rien ne marche. Bon. Alors, dernier Fast and Forex avant que je fasse mon déménagement. J'ai voulu retraiter le sujet du cours de l'euro-dollar dans sa dimension euro. C'est-à-dire que la politique monétaire de la BCE a atteint un assouplissement que l'on peut dire mature, puisque grosso modo, les taux d'intérêt de la BCE sont venus en territoire neutre. Alors l'euro-dollar est en hausse cette année, le dollar est tout en bas. D'ailleurs, l'euro-dollar est en hausse alors que le différentiel de taux d'intérêt est favorable au dollar US, mais il a tendance à se réduire, ce différentiel de taux anticipé. C'est d'ailleurs la clé. En fait, la vraie question, c'est ça. La vraie question, c'est est-ce que l'euro-dollar peut se relancer à la hausse? Tant qu'il tient le support des 1,15 $, c'est bullish. Mais va-t-il le briser? En face, c'est la question du dollar US. J'ai beaucoup traité la question du dollar US à part entière, avec, je pense, un scénario de rebond l'année prochaine. Mais donc, en même temps, ça veut dire que l'euro-dollar devrait aller au-dessus de l'année prochaine. Donc là, d'ici la fin de l'année, peut-il encore aller un peu plus au nord? Ça va dépendre de la relation monétaire BCE-Fed. Il faut bien comprendre que beaucoup pensent que la BCE a fini de baisser ses taux, mais c'est pas sûr. La Fed devrait, elle, les baisser davantage, mais c'est pas sûr. Et si elle le fait, dans quelle amplitude? Beaucoup de choses peuvent varier. Alors, au final, comment faire? On peut regarder bien sûr l'analyse technique, les fondamentaux, le positionnement institutionnel. Alors d'ailleurs, attention pour le positionnement institutionnel, à cause du shutdown, la publication des rapports Commitment of Traders de la CFTC est mise en pause depuis début octobre. Le dernier rapport cote disponible date de fin septembre. Donc, on est un peu dans le choix artistique, mais bon, quand même. Dans les dernières données connues au début du mois, les institutionnels étaient toujours aussi euro-dollar. Bien sûr que les choses ont pu changer d'ici là, en tout cas selon les... On verra bien lorsque... Dès que le gouvernement américain réouvre, toutes les statistiques américaines vont être publiées, celles qui sont en retard, les rapports cotes vont être republiés, etc. Donc ce sera passionnant. On sera moins dans le choix artistique. Donc oui, j'ai voulu croiser les scénarios possibles. J'ai voulu dans un tableau, j'aime bien les tableaux, mais on va le reprendre ensemble, vous allez voir, franchement c'est comestible. C'est très buvable cette présentation que je fais là, et puis elle sera courte. C'est ma dernière avant mon déménagement, je la fais courte. L'idée c'est quoi? Il faut croiser, tableau croisé dynamique. Ce que peut faire la Fed, ce que peut faire la BCE, et on croise. Et ça donne un scénario fondamental euro-dollar. On croise bien sûr avec l'analyse technique. Donc, première partie, rapidement, je reviens sur le cycle monétaire de la BCE pour vous montrer que l'assouplissement est mature. Alors, ça ne veut pas dire que la BCE ne va pas baisser encore une fois ses taux, ça me paraît peu probable, mais on va regarder ça. Deuxième partie, le cœur de la vidéo, tous les cas possibles. Donc, les cas possibles, euro-dollar, en fonction de ce que peuvent faire la Fed et la BCE. Troisième partie, on va voir je vais vous montrer en fait où se situe la clé. N'oubliez pas, les marchés financiers sont toujours dans l'anticipation. Donc vous avez ce que fait la BCE maintenant, ce que fait la Fed maintenant, mais les marchés anticipent. Et donc vous avez pour ça, sur les marchés financiers, vous avez des contrats à terme qui sont négociés sur les anticipations de taux. Et donc on peut créer un spread, on peut créer une différence, un écart anticipé. Donc quelle sera la différence de taux entre la Fed et la BCE dans 1 an, dans 2 ans? Et cette courbe évolue. Et vous allez voir que c'est ça qui est corrélé avec l'euro-dollar. Sur TradingView, ça existe, donc je vais vous montrer. Quatrième partie, on se fait un petit point technique euro-dollar, avec ce qu'on a. Hein. Donc on n'a pas le code report, mais on a quand même le graphique. Et cinquième partie, je ferai une conclusion sur l'USD-Yen, puisque, bien sûr que la BOJ, elle, resserre sa politique monétaire. Certains ont pu être déchus de l'impact sur le yen, qui a été quand même un peu haussier, mais le yen est quand même tout en bas.
Qu'est-ce qui empêche le yen de rebondir? Vous avez aussi une nouvelle première ministre qui est arrivée au Japon, qui elle, réclame de l'assouplissement, mais la BOJ d'Ueda, elle, resserre. Il y a aussi le lien commercial, États-Unis-Japon. Ça stresse un peu le ministre américain du Commerce que le yen soit trop faible. Donc, beaucoup de choses jouent. On va parler de l'USD-yen. Bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. C'est parti, euro-dollar, Fed et BCE. Tous les cas, il me semble possible. Quant à savoir si l'euro-dollar peut se relancer à la hausse ou au contraire est-il topiche. C'est parti, je vous les ai donnés dans l'introduction, je les affiche ici à nouveau donc à l'écrit, 5 grandes parties. Et donc nous allons commencer par parler de la politique monétaire de la BCE. C'est vrai qu'on en parle moins parce que tout le monde s'en fout. Enfin, concrètement, tout le monde se fiche de la BCE. La haute finance mondiale regarde la Fed. Mais sur le marché des changes, non, pas vraiment, on s'en fiche pas. Alors, à la différence de la Fed, la Banque Centrale Européenne, elle, a baissé ses taux. Et elle les a baissés de nombreuses fois depuis le début d'année. Alors oui, la Fed viendrait engager aussi la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, mais la politique monétaire des deux banques centrales n'a rien à voir. Alors, on commence par un point, donc un point rapide sur la BCE. Tout d'abord, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que l'inflation en Europe, les progrès réalisés en ce qui concerne l'objectif d'inflation à 2% sont beaucoup plus importants au sein de la zone euro qu'aux États-Unis. Il n'y a pas d'impact des tarifs douaniers en Europe. D'autre part, la Banque Centrale Européenne, sa dernière décision de politique monétaire remonte au mois de septembre dernier et elle a décidé de laisser ses taux inchangés. Elle affirme avoir donc atteint son objectif d'inflation et avoir atteint donc le taux d'intérêt dit neutre. Alors, il y a 3 taux d'intérêt. Je parle ici, moi, du taux d'intérêt de refinancement. La BCE met donc en avant le fait qu'elle va marquer une pause après avoir fait 8 baisses de taux depuis juin 2024, contre une seule de la part de la Réserve fédérale des États-Unis. Lorsque l'on regarde du côté des économistes ou lorsque l'on regarde du côté des officiels de la BCE, du côté des économistes, on peut s'appuyer sur un sondage qui a été réalisé par Reuters qui considère que la BCE a complété, a terminé son cycle des taux d'intérêt. Et Christine Lagarde de la BCE dit que c'est presque fait. Alors, le fait de dire que c'est presque fait permet d'avoir une marge de manœuvre. Puisque si vous dites on ne baisse plus les taux, c'est fini, envers et contre tout, s'il y a un choc macro qu'il faut les baisser, il faut bien pouvoir agir. Donc concrètement, c'est ça, elle se laisse la porte ouverte. Mais on peut considérer donc que ce cycle des taux d'intérêt, de baisse des taux d'intérêt, est terminé. Vous avez ici un premier graphique qui vous permet de bien comprendre la différence entre la politique monétaire qui a été menée par la Fed, en gris, et la politique monétaire qui a été menée par la Banque Centrale Européenne, la courbe bleue, en utilisant ici le cycle des taux d'intérêt et directeur. Longtemps, elles ont agi ensemble dans le resserrement monétaire. En ce qui concerne la reprise de l'assouplissement monétaire, on voit qu'elles ont décroché au début de l'année 2025, et même en fait en fin d'année 2024, avec une BCE qui nous a passé 8 baisses de taux, contre donc une seule pour la Réserve fédérale des États-Unis. Malgré tout, l'euro-dollar a progressé. L'euro-dollar a fait fi de la divergence des politiques monétaires. Et alors, en grande partie à cause de la volonté de l'administration Trump d'affaiblir le dollar, de la guerre commerciale. Le dollar est la devise la plus faible du marché d'échange, comme ce fut le cas lors de la première année du premier mandat de Donald Trump. Et forcément, maintenant, la BCE nous dit que son taux d'intérêt va rester stable. Bon, à 2,15, vous savez, c'est difficile d'aller plus bas, sauf si la macro l'exige. La Fed part de 4,5, devrait les baisser davantage, alors on ne sait pas encore dans quelle amplitude, mais pardonnez-moi. Finalement, cela va réduire le différentiel de taux anticipé entre la BCE et la Fed. Petit à petit, le taux de la Fed devrait converger vers celui de la BCE. Alors déjà que l'euro-dollar avait été haussier avec un différentiel de taux favorable au dollar, si ce différentiel de taux devient de moins en moins favorable, l'euro-dollar va-t-il encore monter davantage? Bon, ça, c'est la question qu'on peut poser d'un point de vue donc de la politique monétaire. L'inflation, la différence en fait est là. Les progrès ont été plus marqués au sein de la zone euro,
notamment donc dans les 2 dernières années, où, mais vous le savez, l'inflation aux États-Unis reste au-dessus de la cible de la Fed, 0,5 à 1 point. Alors, nous sommes en shutdown désormais, donc nous ne savons pas ce qui se passe depuis le début du mois. Les chiffres, mais bon, on a des données alternatives qui permettent à peu près de se fixer. En Europe, on est à 2. Nous oscillons autour de 2. Mais pas suffisamment, mais pas vraiment, c'est pas enfoncé en dessous. Donc c'est pourquoi la BCE n'a aucune raison de vouloir aller davantage dans l'assouplissement monétaire. Donc le cycle d'assouplissement monétaire de la Banque Centrale Européenne peut sembler mature. Tout ça étant dit, c'est très bien, mais vous n'êtes pas venu regarder la vidéo pour ça. Vous êtes venu regarder la vidéo pour savoir ce qui peut se passer sur le cours de l'euro-dollar. Le cours de l'euro-dollar, ici en données hebdomadaires, le cours de l'euro-dollar, alors qui d'ailleurs au passage remonte en données mensuelles, qui avait cassé cette énorme résistance. Ça, ce sont tous les signaux bullish qui ont été donnés depuis le début de l'année 2025. Et ce cours de l'euro-dollar, donc, qui, pour l'instant, certes, reste bloqué par les 1,18, 1,19 $, mais ne casse pas de support. La question est de savoir, du coup, par rapport à ce que peuvent faire la BCE et la Fed ces prochains mois, quel scénario possible sur l'euro-dollar. Donc, ne regardez pas tout de suite le tableau qui se trouve à droite, attendez, puisque vous allez voir que je croise donc les scénarios et je donne ce qui peut avoir comme impact possible sur l'euro-dollar. Alors, donc, tout d'abord, l'idée, c'est de peser le pour et le contre. Les facteurs qui sont favorables, partons, facteurs de base qui sont favorables à la force de l'euro, à davantage de hausse de l'euro-dollar, c'est le fait que la BCE cesse de baisser ses taux et que la Fed devrait enchaîner un certain nombre de baisses de taux. Et très bien. Le marché a la conviction que la BCE a atteint la maturité complète dans son cycle d'assouplissement monétaire. Et il y a un autre facteur qui consiste à dire aussi, à voir la valorisation du marché action américain, qui est sur des niveaux très excessifs. Je vous renvoie vers mes derniers Top Gun, alors que la valorisation des actions européennes est très loin d'être excessive. La valorisation, notamment, regardez ça via le cap ratio, le P/E Shiller, des actions de la zone euro vis-à-vis des actions américaines, les actions européennes sont beaucoup moins chères. Alors ça, ce sont des choses qui peuvent soutenir l'euro-dollar, mais il y a quand même des limites. Il y a tout d'abord le contexte macroéconomique qui est propre à la zone euro. Il y a l'incertitude géopolitique. D'autre part, la BCE dit que son cycle de baisse de taux est presque terminé, mais tout ça est très conditionnel. Si nécessaire, elle pourrait les baisser davantage, ces taux d'intérêt. Et là, donc forcément, l'euro perdrait du soutien monétaire, sans oublier tout ce qui est facteur exogène, la géopolitique, ça je vous apprends rien, la guerre commerciale. Alors la guerre commerciale qui a eu tendance à pénaliser le dollar. C'est la raison d'ailleurs principale de la baisse du dollar cette année, c'est la guerre commerciale. Alors, si des accords commerciaux notamment sont trouvés avec la Chine, est-ce que cela va permettre un fort rebond du dollar et donc mettre la pression sur l'euro-dollar, quand bien même la BCE ne baisserait plus ses taux? Tout ça est en discussion. En fait, ça va dépendre un peu de l'amplitude des mouvements. Restons uniquement sous l'angle monétaire. Restons uniquement sous l'angle banque centrale. Vous avez ici un tableau qui vous propose donc ce que peut faire donc la Banque Centrale Européenne, ce que peut faire la Fed, le différentiel de taux que cela engage, et donc le scénario euro-dollar. Alors, vous vous souvenez donc que la BCE donc, ne baisse plus ses taux depuis septembre, et la Fed, elle, vient de reprendre donc, la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Premier scénario, la Fed, effectivement, la BCE ne touche à rien. C'est fini. La BCE ne baisse plus ses taux. Et la Fed les baisse de 75 points de base. 75 points de base, donc 3 baisses de taux de 25 points de base. Clairement, c'est un scénario qui va soutenir la hausse de l'euro-dollar. Donc d'ici la fin d'année, en lien avec le marché du travail, la Fed nous passe 3 baisses de taux, peut-être en comptant la réunion de janvier. La BCE touche à rien. Cela devrait permettre une légère appréciation en direction du record des 1,18, 1,19, peut-être 1,20. Deuxième scénario possible, la BCE recoupe encore une fois ses taux. Elle s'est laissé la porte ouverte. La Fed, elle aussi, mais de manière moins forte. Donc 25 points de base de baisse pour la BCE et 50 points de base de baisse pour la Fed. Là, pour moi, au mieux, l'impact sera neutre, peut-être un légèrement baissier sur le cours de l'euro-dollar, avec en fait un différentiel de taux
qui va rester quasiment le même. Et si vous voulez, par défaut, le dollar attirant les capitaux, pour que vraiment les fonds aillent significativement sur l'euro, c'est même pas, on n'a pas besoin d'avoir un différentiel de taux positif en faveur de l'euro, puisque là, le différentiel de taux est positif en faveur du dollar. Les taux US sont supérieurs à l'euro. Le marché regarde la réduction et l'augmentation de cet écart. Si l'écart augmente en faveur du dollar, ça va soutenir le dollar. Si l'écart se réduit en fait en faveur de l'euro, même si l'euro a quand même des taux plus bas, ça peut soutenir l'euro, vous me comprenez? Parce que le dollar reste la devise principale du marché d'échange. Troisième scénario, la BCE ne touche à rien et la Fed passe en mode hyper dovish. Inquiétude maximale, notamment sur le marché du travail, l'inflation l'autorise. Là, c'est certain, l'euro-dollar ira au-delà des 1,20 et chercher l'intervalle entre 1,20 et 1,23 $. Et enfin, quatrième scénario, action surprise de la BCE. Alors ce scénario paraît vraiment improbable, mais une BCE qui sera en mode d'urgence et au contraire une Fed qui ne touche à rien parce que l'inflation est là, parce que le marché du travail finalement est rassurant, là vous aurez une reprise de la baisse minimum vers 1,14, 1,15 du cours de l'euro-dollar, et même probablement le support des 1,14, 1,15 qui cédera. Voilà donc les scénarios qui sont sur la table. Moi je penche effectivement davantage entre le 1 ou le 2. Entre le 1 ou le 2. Donc, mis l'un dans l'autre, effectivement, on peut se dire que d'un point de vue uniquement des critères de politique monétaire, on a un euro-dollar neutre, voire peut-être légèrement haussier. Et que pour casser le support des 1,14, 1,15, il faudrait vraiment quelque chose d'hyper favorable à l'USD et une BCE qui aille encore un peu en avant dans son assouplissement monétaire. Alors justement, pour moi ce qui compte c'est la base, vous avez compris, donc c'est le différentiel de taux d'intérêt anticipé. Différentiel de taux d'intérêt anticipé à fin 2025 et à fin 2026 entre le cycle des taux d'intérêt de la Fed et la BCE. Et justement sur TradingView vous avez tout. Sur TradingView vous avez tout. Vous avez ici donc, alors je vous ai mis ici vous pouvez faire pause et vous avez les codes pour créer donc ce différentiel de taux anticipé. C'est basé sur les contrats à terme. Fin 2025, c'est bientôt, donc eh bien, le taux de la BCE devrait être inférieur de 1,65 au taux de la Fed. Mais regardez, le différentiel de taux remonte. Le différentiel de taux est certes toujours négatif en défaveur de l'euro, mais il remonte. Donc ce qui soutient l'euro-dollar. Et lorsque vous regardez ce différentiel de taux anticipé à horizon fin 2026, oui, le taux de la BCE est toujours censé être un point de pourcentage inférieur à celui de la Fed, mais comme ce différentiel remonte, comme ce différentiel est de moins en moins négatif, ça soutient le cours de l'euro-dollar. Et donc vous avez ici, vous pouvez faire une pause sur la vidéo, voilà comment afficher sur TradingView ce différentiel de taux Fed-BCE anticipé donc pour la fin de l'année 2026. Alors je continue. D'un point de vue technique, alors vous avez compris, d'un point de vue technique, moi je croise donc les analyses techniques des marchés financiers, plusieurs outils, et puis le positionnement institutionnel. Le problème actuellement avec le positionnement institutionnel, c'est que c'est le shutdown. Alors ce sera peut-être plus le shutdown au moment où j'enregistre et où c'est publié, mais peu importe. Même si le gouvernement américain réouvre, il va falloir plusieurs jours pour que toutes ces institutions qui publient des chiffres les publient. Les mecs reviennent, retravaillent et pondent leurs chiffres. Donc, il n'y a pas de données institutionnelles, il n'y a pas de cote report, il n'y a pas les données sur le positionnement institutionnel euro-dollar, contrat à terme, option, contrat futur, depuis 3 semaines. Aux dernières nouvelles, il y a 3 semaines, c'était largement aussi euro-dollar. Est-ce que les choses ont changé d'ici là? J'ai hâte que les choses soient à nouveau mises à jour. Mais donc, c'est un peu la limite. Ce que nous pouvons dire, c'est que le cours de l'euro-dollar a rencontré donc ici une énorme résistance à 1,17, 1,18, qui était la ligne de coup de cette structure en double top, qui fut le point de départ du grand bear market de 2022. Mais en même temps, il est soutenu par cet énorme support ici, le niveau des 1,1495, qui correspond à cette résistance des 100 points sur le DXY. C'est pourquoi, moi, c'est ce que je vous dis. Tant que le DXY est sous 100 points, il est baissier. S'il dépasse 100 points, il repart en forte hausse. Et donc, par corrélation inversée, tant que le cours de l'euro-dollar est au-dessus de 1,1495, il est bullish. Et en cas de cassure des 1,1495, il retombera en direction des indices. C'est vraiment le niveau pivot, c'est le niveau frontière qu'il faut mettre donc sous extrême surveillance, ce niveau des 1,1495.
Le rapport Commitment of Traders n'a pas été mis à jour depuis le 23 septembre. Alors, aux dernières datas disponibles, ici donc le positionnement des asset managers sur les contrats d'options et les contrats futurs euro-dollar, la position nette était bullish sans retournement. Ces données seront bientôt mises à jour, mais tant que vous n'observez pas de retournement de la position nette institutionnelle chez les asset managers et de cassure de support, c'est bullish. Par contre, le jour où vous aurez un retournement de la position nette institutionnelle et une cassure de support, les 1,1495, là vous avez un signal de vente, on ne s'arrête pas à 1,13, c'est un 10 minimum. Et ça peut être pour les raisons fondamentales que je vous ai décrites donc dans mon tableau croisé dynamique, je rigole pour dynamique, en première partie de vidéo. Et enfin, on termine par un mot sur le dollar-yen. Je ne sais pas si ça vous intéresse le dollar-yen, pour ceux qui traitent le forex, c'est quand même une des paires majeures, celle qui a le plus de volume. Beaucoup s'étonnent de quoi? Beaucoup s'étonnent de ça. Beaucoup s'étonnent parce que le yen est tout en bas. Vous avez ici, j'ai créé ça sur TradingView. Vous avez plein de choses ici, j'ai pris du temps. Vous avez le yen index. Ici, vous avez le taux de la BOJ. Là, le taux à 2 ans du Japon, le taux à 10 ans du Japon, le bilan de la BOJ et le taux à 20 ans du Japon. Le taux d'intérêt de la BOJ remonte, est passé de 0 à 0,50. Le taux à 2 ans ne cesse de monter. Le taux à 10 ans atteint 1,60. Le taux à 20 ans, 2,60. Le bilan de la BOJ se réduit. Alors oui, le yen ne baisse plus, mais il ne fait pas vraiment de renversement haussier. Peut-être qu'ici qu'il le prépare. Peut-être que le yen prépare. N'oubliez pas, le yen index, c'est inversement corrélé à la paire USD-yen. Vous avez tous compris le principe. La chose en fait, c'est que vous avez une nouvelle première ministre au Japon. Elle réclame de l'assouplissement à tout va. Pour soutenir la croissance. Mais en même temps, le Japon a un problème de dette. Donc les taux ne peuvent pas remonter trop vite, mais il faut quand même que les taux remontent parce que pour contrôler l'inflation. Puis attirer quand même des capitaux. Normaliser la politique monétaire qui ne peut pas rester à un moment ou à un autre, il faut contrôler l'émission de dette. Et donc, tant qu'il y a une incertitude politique entre ce que souhaite le gouvernement japonais et la politique monétaire de la BOJ, tant qu'il y a un manque de convergence, le marché peut douter. Mais vous allez voir que si BOJ et gouvernement japonais s'alignent ensemble, et je pense qu'on aura encore un peu davantage de resserrement monétaire, cela redonnera confiance et finira par faire en sorte que toute cette remontée des taux d'intérêt du marché, du Japon, c'est quand même plus 0, on est à 2, on est à 1 en fonction des échéances, finissent par soutenir le dollar yen, par le yen. Et donc, vous avez sur l'USD yen une pattern. Franchement, les triangles, c'est pas des figures continuation. Vous disiez ça partout, mais c'est pas vrai. C'est du 50-50. Vous avez une compression. Il nous fait cette pattern sous le sommet de 1990, qui est quand même à 160 yens. Un yen bullish, un yen qui viendrait sous influence de la BOJ, du resserrement monétaire, fait que l'USDN reviendra dans le bas de ce range et cassera ça. Alors bien sûr, dans le cas contraire, davantage d'assouplissement ou une BOJ qui cesse de remonter les taux, l'USDN partirait en forte hausse. Mais en même temps, ce serait très nuisible à la relation commerciale États-Unis-Japon. Le gouvernement américain est fatigué de la chute du yen. Ils veulent, ça favorise trop les exportations japonaises vers les États-Unis. Donc, c'est là aussi, il y a un vrai sujet aussi de géopolitique. Est-ce que vraiment, il est dans l'intérêt de l'économie de la Banque centrale du Japon de laisser le yen s'effondrer et sortir par l'eau de cette pattern? Je pense pas. Donc, enfin, pour le moment, on y est, et donc c'est vraiment la figure qu'il faut surveiller. Et moi, j'aurais tendance à croire ces prochains mois que le yen sera soutenu, et donc que le JPY Index remontera tranquillement. Voilà, ainsi s'achève cette nouvelle édition du Fast and Forex. Merci de votre attention. Pas de Top Gun la semaine prochaine, et j'espère pouvoir vous retrouver une fois que j'aurai fait mon déménagement, notamment le déménagement de mon bureau. Merci à tous. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en
aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant des décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SAISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.